Bonsoir. Dans le cadre des élections municipales à Toulouse, nous avons organisé ce matin sur notre plateau un grand débat avec les 6 candidats principaux à la mairie de Toulouse. Vous envoyez des images des coulisses. Un débat que vous pourrez suivre en intégralité ce soir à 21 h et demain à 21 h également. Stéphane Beaumont, vous avez assisté à ce débat ce matin. Pour commencer, qu'est-ce que vous avez pensé de ces presque 2 heures d'échange entre les 6 principaux candidats? D'abord, c'était très courageux d'organiser un débat avec 6 têtes de liste et c'était difficile de faire en sorte que le temps d'antenne soit le même pour chacun d'entre eux. C'est réussi et c'était un premier exploit. Le deuxième exploit, c'est qu'on a réussi à comprendre à peu près quelle était la thématique de chacun des candidats, mais ce qu'on peut peut-être regretter, c'est qu'il n'y a pas eu d'enthousiasme contagieux, d'enthousiasme capable de mobiliser des militants, capable de mobiliser ceux qu'on nous annonce comme étant les abstentionnistes, qui pourraient être non pas 35%, mais peut-être 10 points ou 15 points de plus. Donc c'est un débat un peu un round d'observation. Or, on est quand même à quelques jours du premier tour, et c'est assez étonnant de ne pas avoir eu de passe d'armes ou de moments un peu passionnels. À aucun moment, il y a une phrase qui a heurté l'un d'entre eux. Si, je crois qu'à un moment donné, Pierre Cohen voulait reprendre Jean-Luc Moudenc sur les raisons idéologiques. Et Jean-Luc Moudenc ne l'a pas laissé s'interrompre. Vous avez constaté d'ailleurs que Jean-Luc Moudenc parle, mais finalement ne participe pas véritablement au dialogue, mais suit l'ordonnancement, le scénario voulu par les journalistes. Alors on va voir, il y a différents thèmes abordés dans ce débat. Le premier, c'est la fiscalité. On va voir un extrait, on revient avec vous. Nous avons réussi, entre la ville de Toulouse, la communauté d'agglomération qui est devenue la communauté urbaine et Tisséo, nous avons réussi à avoir près de 500 millions d'euros d'investissement, et tout cela avec une fiscalité stabilisée. Il y a la dette structurelle pour des grands projets qui se développent à long terme, par exemple le métro. Bon. Et puis après, vous avez la dette sur la gestion courante, rattachée à des petits projets du quotidien. J'estime que cette seconde dette-là, elle n'est pas saine. Les impôts, ça sert à répondre aux besoins des Toulousains. La dette, qui connaît une collectivité qui n'a pas investi par l'emprunt pour effectivement réaliser des infrastructures de transport, par exemple. Donc la dette, elle est utile si elle est bien gérée. Les Toulousains sont en droit de savoir exactement à quoi servent leurs impôts. Quand vous allez sur les sites regarder le budget de la mairie, il faut être très averti pour y comprendre quelque chose. Tout le monde autour de la table nous dit qu'il faut se serrer la ceinture. Et moi, je propose qu'au lieu qu'on propose au peuple de se serrer la ceinture ici et ailleurs, en se concentrant uniquement sur la question des dépenses publiques, la question c'est comment on fait rentrer l'argent. Énorme, 120 millions d'euros au titre des subventions à diverses associations, dont 375 associations qui se disent culturelles. Il est évident que dans ces associations, il y en a beaucoup que je qualifie d'associations lucratives sans but. On parlait ici de fiscalité, donc y a-t-il trop de taxes foncières, y a-t-il trop de taxes d'habitation? Faut-il faire un emprunt? Est-ce que la ville est bien gérée? Est-ce que vous avez eu le sentiment que finalement, peut-être Jean-Luc Moudenc a attaqué Pierre Cohen sur l'idée qu'il ne fallait pas emprunter? Oui, qu'il ne fallait pas emprunter, qu'il souhaitait rester sur une ligne initiée par Dominique Baudis, c'est-à-dire la dette zéro et la fiscalité zéro. Et qui connaît une ville où, en période électorale, à 4 jours du premier tour, quelqu'un serait d'accord pour augmenter les impôts? On a constaté également, avec Christine de Vérac, qu'il y avait une confusion peut-être volontaire entre le budget d'une ville comme Toulouse, d'une agglomération, et le budget du bon père de famille. Il est évident que c'est peut-être plus facile à comprendre pour l'électorat, mais assez loin de la réalité. Donc on a eu des propos relativement techniques mais compréhensibles, et on n'a pas eu véritablement de surprise par rapport à ce qu'il est dit à gauche et à droite dans ce genre de cas à 4 jours du scrutin. Faut-il d'ailleurs plus d'agents municipaux, moins d'agents municipaux? Plus on a d'agents municipaux, meilleure semble-t-il est la qualité de service, et inversement. Oui, il y a toute cette mécanique budgétaire, toute cette mécanique fiscale qui réapparaît, mais manifestement les candidats que nous avons vus ont souhaité ne pas trop rentrer dans le technique et qu'on retienne qu'avec eux, la dette serait utile s'il fallait innover sur des grands projets innovants et que la fiscalité ne devait pas augmenter étant donné les contraintes économiques et sociales que le pays connaît. Alors l'autre grande thématique que nous avons abordée ce matin, c'était les transports. Je vous propose de regarder un deuxième extrait. Si j'ai proposé le tram aérien, il coûte beaucoup moins cher
qu'un tram normal. Il coûte 3 à 4 fois moins cher. Ensuite, les Toulousains ont été saturés de travaux pendant des années. Ils en ont vraiment ras-le-bol. Si vous faites un tram aérien, il y a beaucoup moins d'emprise. On propose dans notre projet une 3e ligne de métro qui ne passerait pas par les centres-villes, qui serait une transversale entre l'Est et l'Ouest, qui unirait les grands pôles économiques dans 10 ans. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est minimum 15 ans et on sait très bien qu'entre les enquêtes publiques et tout ça, c'est minimum 15 à 20 ans. On a déjà fait des lignes de métro. Deuxièmement, on sait comment ça marche. Vous n'avez jamais fait de ligne de métro. Je peux vous dire que vous comptez quand évidemment tout est décidé. Là pour le moment, il faut que vous partiez au tout début. Nous avons réussi à prouver pendant 4 ans que le bus, quand il est aménagé, quand il devient prioritaire, quand il réussit à être crédible et une véritable alternative, il est à la hauteur de ce qu'était le métro. La question de la gratuité, c'est bon pour la santé. Notre proposition, c'est de transformer la société Tisséo en Gratisséo. C'est la raison pour laquelle on a édité 50 000 tickets gratuits pour faire réfléchir depuis des mois sur la question de la gratuité. Mais M. Cohen a choisi ce que j'appellerais l'autophobie, c'est-à-dire le rejet de l'automobile, puisqu'il a supprimé environ 4 000 places de parking. Je rejoins M. Moudinque sur le métro. Je pense que quand on commence à mettre dans une ville 2 lignes de métro, il faut continuer. La réponse ne saurait être, même s'il n'en a pas parlé, la seconde rocade que propose M. Moudinque, qui est une ineptie justement par rapport à cet enjeu de santé publique. Nous proposons, nous, un vrai plan Marshall des transports. La priorité, c'est d'améliorer l'offre existante. Alors on le voit, les idées ne manquent pas. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Sont-elles crédibles, ces idées? Mais là, on avait l'impression d'avoir affaire à des candidats un peu innovants, puisque chacun avait une proposition originale à faire. Et dès que c'est original en période électorale, c'est retenu par l'électorat. Donc c'est éventuellement mobilisateur, d'autant plus que les transports, c'est une part importante de notre vie quotidienne. Alors j'ai retenu bien sûr le tram aérien de Mme de Vérac, la 3e ligne de métro de Jean-Luc Moudinque, semblant conforter un article du Monde d'il y a une dizaine de jours, disant que le tram était à gauche et que le métro était à droite, tout ça étant bien sûr entre guillemets. Donc Pierre Cohen a défendu sa politique du tram. Vous avez vu également le front de gauche avec M. Célin qui proposait la distribution de tickets gratuits. Célin a l'art de la formule républicaine et a l'art également de la posture expliquant une mesure, ce qui est quand même relativement rare, ce qui a été relativement rare dans ce débat. Et quant à M. Larose, il a inventé un nouveau mot, l'autophobie. Et l'autophobie. On sait que M. Larose veut remettre les 4 voies sur les boulevards, semble-t-il, avec beaucoup de voitures, à l'inverse des autres candidats. Donc la proposition également de l'écologie était intéressante. C'est un des moments du débat qui a montré que les problèmes locaux de proximité étaient très importants et que les candidats avaient l'air plus passionnés d'en parler qu'au début du débat où on avait l'impression d'un round d'observation. Alors on va regarder, pendant que l'on parle des images du thème sur la sécurité, ce thème-là, la sécurité, alors c'est classique, faut-il oui ou non de la vidéoprotection, faut-il oui ou non plus de police municipale, faut-il une police municipale armée, à partir de quelle heure, quelle est la différence entre la police municipale et la police nationale? On a bien vu aussi que là, 2 visions s'affrontaient, une vision plutôt de droite, pourrait-on dire, et une vision plutôt de gauche. Qu'est-ce que vous en avez retenu, vous, sur la sécurité? Oui, moi je crois que vous avez très bien résumé la situation. Je crois que le domaine important, c'est celui des compétences, c'est-à-dire de redire quelles sont les compétences du maire, quelles sont les compétences du préfet, et en même temps, quels sont les moments où il y a addition des compétences du maire et du préfet. C'est-à-dire à partir de quel moment est-ce que le maire, trouvant la police municipale insuffisante pour résoudre un problème, fait appel à la police nationale ou fait appel par le biais du préfet aux compagnies républicaines de sécurité. Donc il y avait jusqu'à présent le pôle, je ne sais pas le pôle d'ailleurs l'office de la tranquillité. Voilà, l'office de tranquillité qui est contesté quelquefois dans le débat. Et il est évident que ce problème de la sécurité, il touche chacun au quotidien. Ouais. Et qu'il faudrait peut-être faire un peu de pédagogie technique pour expliquer qui fait quoi et à quel moment et pourquoi. Marie, peut-être parlons-nous de ce sondage qui vient de sortir. Alors on peut effectivement mentionner le tout nouveau sondage TNS Sopra pour RTL et le Nouvel Observateur qui donnerait Pierre Cohen gagnant au second tour avec 53% des voix contre 47% pour Jean-Luc Moudinque. Oui, on peut rappeler que le sondage, ce n'est pas un instrument prédictif, mais que c'est une photographie de l'opinion publique à un moment donné du temps.
Je suis un peu étonné par ce sondage parce que, vu le dernier sondage qui était à 51-49, je pensais qu'on atteindrait 50-50 à la veille du premier tour. Il faut attendre peut-être un autre sondage qui va paraître pour savoir si je suis confirmé dans cette hypothèse. Merci Stéphane d'être venu.